Je vais commencer par une phrase que je traduis, qui a l'air banale, mais qui ne l'est pas, qui est la suivante. Je propose d'examiner la question de savoir si les machines peuvent penser. C'est la première phrase du texte sans doute le plus célèbre de l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire Computing, Machinery and Intelligence d'Alan Turing, publié dans Mind en octobre 1950. Ce que sous-tend dès cette phrase le contenu de l'article, c'est la possibilité d'un lien entre conscience humaine et conscience machinique. Encore faut-il être en mesure de définir l'être humain. Or, on le sait bien, cette définition change au cours des siècles et en fonction des cultures. Pour reprendre très brièvement certaines catégories proposées par l'anthropologue Philippe Descola, nous vivons en Occident globalement dans une ontologie de type naturaliste où la distinction humain-non humain serait claire. La notion de personne est le monopole de l'humanité, contrairement à ce qui se passe là où domine une ontologie animiste. Le terme d'ontologie ici s'entend moins dans un sens philosophique qu'anthropologique, tel que défini par Denis Vidal, que je cite. Le terme sert à désigner l'hypothèse selon laquelle existerait au sein de chaque société des manières privilégiées d'identifier, de rapprocher ou de différencier les grandes catégories d'entités, donc humains, animaux, artefacts, êtres surnaturels, etc., qui constituent notre environnement. Alors, je reviens au texte de Turing. C'est une chose de se demander si, dans le cadre d'un test particulier, une machine et un être humain peuvent être confondus. C'en est une autre de se demander si, dans notre environnement culturel, notre ontologie, cette différence pourrait en venir à ne plus avoir cours. Cette deuxième possibilité, on le sait, est au cœur de nombreux débats épistémologiques au moment où les développements technologiques sont en effervescence et semblent bien suivre la loi de Moore selon laquelle la puissance de calcul des ordinateurs doublerait tous les 2 ans à mesure que leur taille diminuerait. La frontière est de plus en plus ténue entre l'être humain et nombre de ces artefacts technologiques, mais l'imagination des écrivains va encore plus vite que celle des scientifiques. Alors, je voudrais examiner comment une anthropomorphisation se produit dans le rapport entretenu avec l'être humain, entre l'être humain et une voiture, à partir d'un étrange roman que vous ne connaissez sans doute pas, donc ça va me faire très plaisir de le faire découvrir. C'est un roman récent de Grégor Courtois qui s'intitule « Suréquipé ». Mais je voudrais commencer par quelques considérations sur l'automobile. Alors, la romancière Edith Wharton ouvre son journal de voyage, La France en automobile, en écrivant « L'automobile a restauré le romantisme du voyage ». Il s'agit sans doute d'un des premiers textes en prose d'envergure qui met la voiture au centre de la narration. En l'occurrence, il s'agissait de la relation de 2 voyages en France en 1906 et 1907 qu'elle effectuait avec son mari et Henry James. Ce romantisme, c'est celui de la liberté associée à la voiture. Alors, je serai bref, je ne veux pas empiéter, court-circuiter Gérald qui va parler après moi sur la question. Mais c'est celui de la liberté qui va faire les beaux jours, par exemple, notamment de la Beat Generation. On peut aussi associer la voiture à l'idée de puissance, à un machisme certain. Instrument d'un nouveau romantisme, elle est aussi un être technologique, modèle même d'une mécanisation qui est déshumanisation. Le travail à la chaîne des usines d'Henry Ford en étant l'exemple idoine, ce dernier étant, comme on sait, un grand promoteur des idées de Frederick Taylor. Cette liberté a donc son pendant dans un certain asservissement. Cette liberté peut aussi être un signe de dépendance, pas nécessairement sain, on se souviendra de Crash de James Ballard. De manière plus légère, le célèbre joueur de foot George Best disait « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport, le reste, je l'ai gaspillé. » On voit bien le réseau sémantique qui associe la voiture au plaisir et à une forme de dépendance. Dépendance, le même George Best disait « En 1969, j'ai arrêté l'alcool et les filles. Ce furent les 20 minutes les plus difficiles de toute ma vie. » La voiture, oubliée ici, semble arriver au 3e rang. En 1978, paraissait au Québec une chanson que je situe dans l'esprit de la Beat Generation, chanson du guitariste Steve Faulkner intitulée « Si j'avais un char ». Alors, je signale pour les non-autochtones qu'un char au Québec signifie une automobile. Dans cette chanson, le leitmotiv est de l'ordre du rêve. Si j'avais un char, ça changerait ma vie, je pourrais faire ceci ou cela. Et ça se termine par « Mais j'ai pas de char, alors je vais prendre un taxi ». Techniquement, un taxi est aussi un char, mais il n'est pas à soi.
Il n'a pas la valeur privée que permet le romantisme de la liberté. Au long de la chanson, on retrouve des formules comme « Tous les deux, mon amour, on roulerait au jour le jour » ou « Toi, tu serais mon trésor et ça serait ma raison de vivre », etc., etc. Or, jusqu'à la fin, il y a une ambiguïté parce que est-ce qu'il s'agit, dans ce cas-ci, de parler d'une personne aimée ou est-ce la voiture elle-même qui est cet amour? Cette ambiguïté produit non seulement un étrange effet de dépendance, mais aussi un rapport érotique avec la voiture dont se sert souvent la publicité comme la fiction. Cette relation est explicite dans le Suréquipé de Grégoire Courtois, et ce roman pose à sa manière, c'est-à-dire sur le plan de l'imaginaire, donc ce qu'on pourrait appeler un savoir de la fiction, des questions au cœur de la réalité contemporaine et des travaux qui nous intéressent. Qu'est-ce que le vivant? Que veut dire penser? Quel est notre rapport à la nature et à la technologie? N'y a-t-il pas une réflexion en profondeur à effectuer aujourd'hui, réflexion idéologique, philosophique, anthropologique, esthétique, sur le statut de l'anthropomorphisme? En ce sens, on peut lire ce roman comme une expérience de pensée. Alors, je vous le résume brièvement. Nous sommes en 2093. Quelques années auparavant, les laboratoires Renault ont dévoilé la Black Jag, un modèle révolutionnaire de voiture. Les chercheurs, sous la direction de l'ingénieur et généticien Franzen, ont laissé tomber la mécanique pour créer un modèle organique et vivant. C'est une sorte de super animal, comme on dit, super-héros. Ce modèle a un pelage. Sa vision, 4 paires d'yeux aquilins, est prélevée de l'appareil génétique de l'aigle royal. Mais comme celui-ci voit mal dans le noir, 4 autres paires d'yeux fonctionnent grâce à l'appareil génétique du hibou grand-duc. Le véhicule se déplace grâce à des pattes adaptées d'un myriapode court et se déplaçant très vite en ligne droite, caché sous la carrosserie, etc., etc. Le modèle présent au cœur du roman est celui du premier prototype, modèle utilisé très souvent pour des démonstrations et pour cette raison acheté à prix réduit car usagé par un type qui s'appelle Antoine Donat. Antoine Donat vit avec sa femme Christine et ses 2 enfants dans une maison de banlieue et semble mener une vie conventionnelle, sauf qu'un jour, il disparaît. Est-il mort? A-t-il pris la fuite? La Black Jag est le dernier témoin de sa présence. Sous la supervision d'un huissier de justice, Klein, le professeur Franzen va interroger ce qu'il nomme la mémoire synthétique de l'automobile, remonter dans le temps pour démontrer comment fonctionne cette voiture et chercher à comprendre la disparition du propriétaire. Cette mémoire enregistre, donc la mémoire de la voiture, cette mémoire enregistre les données perçues, c'est-à-dire ce que la voiture voit ou sent. Elles sont traduites par une console d'interprétation, appareil sophistiqué et complexe qui les recueille pour les transformer en paroles, ce qui ajoute à l'hybridité de la voiture. Je cite le roman, « Si nous pouvons entendre penser ce modèle, si nous pouvons lire ses souvenirs, c'est uniquement grâce à Jane, affirme Franzen. Parce que la console a, curieusement, un prénom qui l'humanise. » Alors, un verbe comme penser, un substantif comme souvenir, est déjà sujet à caution. Franzen y reviendra dans ses discussions avec Klein, démontrant ce que peut avoir de complexe le vocabulaire utilisé pour parler d'une matière dont le statut reste, tout au long du roman, imprécis. De manière implicite, ce texte ne cesse d'indiquer la fragilité du sens qu'on accorde aux mots, leur polysémie, dans un cadre où la culture, ici l'inventivité qui a permis la création de cette voiture organique, vivante, la culture donc renvoie toujours à des sentiments, des émotions qui répondraient aux lois de la nature. Expression courante, comme vous savez, mais également insensée, puisqu'il n'y a pas de loi dans la nature, qu'il y a que des phénomènes. Bref, face à un formalisme mathématique auquel les esprits étroits réduisent souvent la science, voici un bel exemple où la langue naturelle ne peut échapper au débat scientifique, ce qui devrait aller de soi, surtout quand on parle du monde du vivant. Et pourtant, c'est loin d'être toujours le cas. Pour ne prendre qu'un exemple, je rappelle que Francis Crick, le co-découvreur de la structure de la molécule d'ADN, affirmait dans son livre « L'hypothèse stupéfiante » que l'ensemble de ce qui fonde nos vies, c'est-à-dire nos joies, nos peines, nos souvenirs, nos ambitions, nos désirs, etc., je le cite, n'est rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui y sont associées. Ce qui, sans doute, n'est pas faux, mais est un peu réducteur, parce que savoir que j'ai écrit cette communication grâce au comportement de mes cellules nerveuses est peut-être une confortable fondation, mais il me semble que ça ne m'apporte pas grand-chose de savoir. À moins de penser que nous ne sommes que des machines, sans contact avec le réel qui nous entoure, comme une voiture. Et je reviens à mon sujet.
Alors, les premières lignes du roman sont significatives, je les cite. « Je reconnais l'odeur, je suis à la maison, deux halos bougent devant moi, je reconnais celui de Franzen, son empreinte perd indélébile. L'autre m'est inconnu, mais à la manière dont il danse et réagit à la voix du professeur, j'en déduis qu'il s'agit d'un élément extérieur au laboratoire. » Le fait que le roman soit au jeu signale une subjectivité assumée, ce que précise la deuxième phrase. « Je suis à la maison. Home sweet home. » Être en mesure d'identifier un lieu à son chez-soi est associé parmi les espèces vivantes au seul être humain et, à ma connaissance, vraiment très rarement une voiture. Franzen revient souvent dans ses discussions avec Klein sur le fait que la voiture, je cite, « ne produit que de simples impulsions électriques. Je vous répète qu'elle est incapable de penser par elle-même. » Idem quand Klein affirme que la voiture semble avoir des sentiments. Vous faites toujours la même erreur. Vous n'interprétez pas ce que ressent la voiture, mais ce que Jane vous dit qu'elle ressent. Ce sont deux choses différentes. À l'origine de ces assertions que vous pointez, il y a un signal nerveux infime. Ce n'est qu'un signal, une impulsion physique. Étant donné le contexte, Jane choisit un terme pour témoigner de cette impulsion. Sa voix, ses expressions, ce que la voiture énonce, ne dépendrait que de la technologie de la console, et il arrivera en effet qu'un enregistrement soit repris et que la formule diffère légèrement. Pourtant, la lecture des premières lignes jette un doute à ce propos. Nous sommes dans le présent du récit, avant même que Franzen ne commence à faire écouter les enregistrements. Malgré cela, nous entendons bien et bien la voix de la voiture. Alors, on pourrait dire que partout où elle se trouve, la voiture enregistre ce qu'elle perçoit autour d'elle. Il reste que la narration ne s'ouvre pas avec Franzen déclenchant la console et donc la mémoire synthétique de la voiture. C'est celle-ci qui, dès l'ouverture, sert d'embrayeur narratif. Alors, vous m'excuserez, parlant de voiture, parler d'embrayeur, bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon. Elle donne l'impression, donc, cette voiture, d'avoir un ascendant, un pouvoir, au moins narratif. Et c'est d'autant plus frappant qu'elle utilise justement les mots et le style dont se servira Jane tout au long des traductions. Ainsi, par exemple, ce « halo » qui correspond au terme générique utilisé par Jane pour désigner le champ électromagnétique des êtres vivants et de certains appareils. Donc, dès la première phrase, la voiture parle de « halo ». Alors, cette impression d'une autonomie de la voiture est accentuée à la page suivante quand la voix narrative, celle de la voiture, donc, déclare « Je reconnais les halos des appareils de mesure du laboratoire. Je reconnais Jane. Jane me connaît bien. Elle saura retranscrire avec fidélité mes souvenirs qui giclent en flux multiples et puissants, parfaitement ordonnés et horodatés. Elle saura. » Donc, le futur laisse entendre que c'est la voiture elle-même qui pense et qui prévoit ce que Jane fera. L'équivoque s'installe dès le départ dans le dialogue entre les deux hommes. Quand le premier indique que le synthétiseur vocal de Jane va rendre le rapport audible, le second réplique « Le rapport, vous voulez dire ses souvenirs, ses pensées ?» Alors, Franzen tient à marquer la distance qui les sépare de la voiture, mais son propos prête à interprétation et même se contredit. Le bureau éthique vous interdirait probablement d'appeler ça des pensées. Il parlerait de données ou de flux informationnels. Mais oui, dans les faits, c'est très proche. La seule chose qui distingue sa pensée de la vôtre, c'est qu'elle est incapable de former seule un langage. Non, on ne peut se permettre le terme de pensée, c'est éthiquement indéfendable, et pourtant, oui, c'est presque ça. La seule chose qui distingue sa pensée, c'est qu'elle ne peut utiliser seule le langage. Si c'est la seule chose, à quel point la frontière qui la sépare de l'Homo sapiens est-elle importante? Ajoutons à cela qu'elle parle bel et bien à ses propriétaires qui l'ont acheté, donc à Antoine Donat, mais uniquement pour répondre à des demandes factuelles mémorisées dans son appareillage. Alors, je me suis étendu sur ces deux premières pages parce que ça m'évite de donner d'autres exemples qui essaiment tout au long du texte et reposent toujours, de différentes manières, la question du statut de cette voiture organique qu'on ne peut considérer comme un simple objet, qui est du vivant mais ne pouvant se reproduire, qui n'est sans doute pas un sujet au sens fort. Peut-on pour autant dire qu'il n'y a pas de processus d'individuation? Serait-il possible qu'il s'agisse d'un être chez qui il existe encore de l'indéterminé? Peut-elle se développer? Peut-elle évoluer? Si elle n'est pas humaine, elle est de l'ordre de la nature, d'une nature construite.
qui, s'il n'existe pas chez elle de sentiment, mais ça reste à voir, en provoque. J'y viens dans une minute. Dans un livre intitulé « Qu'est-ce que le vivant ?», le neurobiologiste Alain Prochians insiste, je le cite, sur la fluidité du vivant, son instabilité déclinée au niveau du génome, des membranes, des cellules, y compris des cellules nerveuses, dans toutes les espèces animales, sapiens compris. Cette fluidité, qui est aussi adaptation, est contradictoire avec le concept d'individu comme entité stable, en tout cas au niveau cérébral. Ce problème nous oblige à repenser le concept d'individu, ou plutôt d'individuation, à étudier la fonction de l'individuation. Dans le cas présent, qu'est-ce qu'on a? On a une voiture qui est une nouvelle espèce animale, constituée artificiellement. Alors, Frenzen insistera devant un public à qui il présente l'appareil. Donc, la mémoire de la voiture permet de retourner dans le temps. Sa mémoire est... comment dire? Sa mémoire retient toutes les informations qu'elle a pu enregistrer. Donc, on remonte dans le temps. Et Frenzen insiste devant un public à qui il présente l'appareil, donc qui est rappelé dans les souvenirs de la machine. Aucun animal sur Terre ne possède autant de ressources lui permettant de percevoir le monde. La nature et l'évolution se contentent d'aller à l'essentiel. La nature, néanmoins, n'est pas aussi exigeante que notre clientèle. Dès lors, qu'est-ce qui la sépare de l'être humain? Frenzen précise qu'elle a un code génétique identique à celui de tous les modèles de la série, hein, Brave New World. Au moment d'acheter la voiture, devant les craintes de son épouse, Christine, qui se demande si la voiture n'est pas dangereuse, Antoine s'écrit qu'il n'y a aucun danger, avant de préciser plus loin qu'il s'agissait de la seule race disponible. C'est un terme qui est quand même assez rarement utilisé pour une voiture, à moins que vous ayez des goûts particuliers. Frenzen explique l'objectif à la base de cette création, et on pourrait dire de cette créature. Il y a 8 ans, nous pressentions déjà que le grand public s'apprêtait à accepter une nouvelle idée de l'automobile. Une idée moins mécanique, plus affective, plus sentimentale, plus douce, en un mot, plus humaine. L'humanisation de la voiture est donc bien au départ de la réflexion sur cette invention. Dans L'Automate et ses mobiles, Jean-Claude Beaune donnait de l'automate une définition succincte que j'aime bien, justement parce que elle est facilement, on peut la retenir facilement, elle ouvre la voie à beaucoup de réflexions. L'automate est une machine porteuse du principe interne de son mouvement, qui en conséquence garde inscrit en ses composants matériels ou ses actions l'illusion, le rêve ou la feinte de la vie. Alors l'automate est une machine qui porte en elle des mécanismes qui rappellent la vie. Mais ici, est-ce qu'on peut parler d'une machine? Les réactions que la blackjack provoquera ne permettent pas de le penser. Et j'espère que nous sommes tous ici entre adultes consentants. Bon. Christine a un accident peu de temps après l'achat de la voiture. Il est clair que ce n'est pas une mécanique qui a été endommagée. Alors, toujours la mémoire synthétique de la voiture qui parle. Je sens un liquide chaud couler sur la peau de mon flanc arrière droit. Le métal de la BMW a dû sectionner l'une de mes artères. Je perds du sang. Les fractures semblent ouvertes. Cet accident va avoir un effet déterminant. Quand Antoine ramène la blackjack du garage, il interdit à Christine et aux enfants d'y monter. Lui seul aura le droit de s'approcher de la voiture. Cette attitude protectrice cache un amour de plus en plus marqué, directement proportionnel à la jalousie qui va se déployer chez Christine. Et ça va rapidement provoquer une tournure comique lorsqu'Antoine part s'isoler avec la voiture qui n'est pas programmée pour réagir aux sentiments. Alors, je cite la voiture. « Je sens les mains d'Antoine qui courent lentement sur moi à l'intérieur de moi. Je sens la peau de son visage contre la peau de mon siège. La chaleur de son corps est anormalement élevée. Elle perturbe l'équilibre thermique de l'habitacle. J'utilise un léger surplus d'énergie afin de maintenir la température à un niveau convenable. Sa respiration accélère. Antoine dit « Dis-moi quelque chose, parle-moi. » L'instruction manque de précision, je ne peux pas l'exécuter. Pourtant, Antoine la répète encore et encore, sa voix entrecoupée de sons incompréhensibles. Alors, au désir érotique d'Antoine, la blackjack réagit comme certains autistes incapables de saisir émotionnellement les réactions d'autres individus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Braun, Le Pont, Sega, réagit à mon avis exactement comme ça. Alors, je cite à nouveau le roman, donc c'est toujours la voiture qui parle. « Ses lèvres se posent sur mon volant.
J'analyse toutes les options qui me permettraient d'apporter une réponse à cette insistante requête. Pourtant, je ne peux rien indiquer de plus que les données environnementales et Antoine n'en veut pas. L'effet de séduction apparaît d'autant plus provoqué qu'on apprend, presque au détour d'une phrase, que les sièges sont constitués de peaux de femmes humaines. Une situation finalement inverse de celle du monstre de Frankenstein, dont on apprenait subrepticement que certains éléments ayant servi à sa création avaient été pris dans des abattoirs. Ainsi, la boucle de la sexualisation de la voiture, omniprésente dans la publicité aujourd'hui, est bouclée. À cela, Christine répondra par une tentative d'assassinat, alors je ne vois pas quel mot plus neutre utiliser que ça, à coups de couteau contre la voiture. Elle crie « Je vais te fermer la gueule, monstre », avant d'ajouter « Tu m'as pris mon mari, salope, tu vas crever, je vais te découper comme une putain de dinde ». Bon, pour un être humain, se faire traiter de dinde, c'est pas très sympathique, mais c'est pas non plus très positif pour une jaguar. Bon. Et on voit que l'identification entre la femme humaine et l'automobile est totale. On ne dit pas à une voiture, à un char, « Tu m'as pris mon mari, salope ». Normalement, ça se fait pas. Lancé par Christine, le qualificatif de monstre donne d'abord l'impression d'une monstruosité morale. Pourtant, la monstruosité est aussi physique dans la mesure où, comme dans n'importe quelle définition qu'on en donne, la monstruosité renvoie à un décalage excessif, une forme de dépassement inacceptable. Et quoi de plus excessif qu'une voiture séduisante à ce point? Mais ce qui dégoûte Christine jusqu'à vouloir tuer est peut-être en même temps ce qui attire Antoine. Comme écrit Pierre Ancet, la perception du monstre n'a pas toujours été envisagée dans toute son extension. Il n'a été question que d'angoisse, jamais de plaisir. Or, l'objet monstrueux peut être perçu avec plaisir, sans perdre pour autant sa dimension traumatique. Il y aurait donc un effet de sidération possible du monstre, justement parce qu'il dépasse les bornes. S'il y a déviance chez Antoine, celle-ci lui coûtera la vie. Je vais faire des révélations qu'on ne doit pas faire normalement lorsqu'il y a une enquête policière dans un roman, mais d'une part, Hélène m'a précédé en annonçant plein de choses sur la 5e saison de Person of Interest, et par ailleurs, je crois qu'on devine assez tôt ici ce qui va se passer, ce qui n'empêche pas de lire le livre. Son intérêt ne repose pas sur l'effet produit par le nom du coupable. Alors, cette voiture, je l'ai dit, elle est organique. On doit la nourrir, et pas avec de l'essence. On la nourrit par ce qui correspond au bouchon du réservoir du carburant dans une voiture mécanique. Mais dans ce cas, ce bouchon, l'équivalent de ce bouchon, est constitué d'une sorte d'amalgame de divers sexes féminins de mammifères. Vous me voyez venir. Vous ne serez pas surpris d'apprendre ce qu'Antoine tente de faire avec la Blackjack après avoir foutu Christine à la porte au lendemain de sa tentative de meurtre sur la voiture. La voiture parle, encore une fois. Antoine dit « Oh, ma chérie, je sens l'un de ses membres inférieurs qui se frotte contre moi et se rapproche de mon orifice d'approvisionnement. Antoine se met sur la pointe des pieds et je sens un objet raide et oblong pénétrer à l'intérieur de moi. Je produis l'hypothèse qu'il s'agit de l'embout d'une pompe d'approvisionnement. Antoine pousse un râle bruyant. A-t-il mal? Que dois-je faire? L'objet inconnu entre et sort alternativement de moi, et à chacun de ses mouvements de va-et-vient, Antoine pousse des cris. Souffre-t-il? Peut-être essaie-t-il de me nourrir et n'y parvient pas? Je lance la procédure d'accompagnement. Et Antoine va complètement disparaître, avalé par l'être organique qui lui sert de voiture. Elle ne peut se reproduire, elle ne peut qu'ingérer. Alors, vous comprendrez qu'il était hors de question pour moi de faire une lecture psychanalytique de ce texte, parce que où est-ce que ça nous aurait conduit? Je n'ose y penser. Bon. Cet être vivant est-il plus près de Sapiens que de la simple machine? Pour cela, ne faudrait-il pas un cerveau? Et c'est la question que pose l'huissier Klein. Comment la voiture centralise-t-elle l'information? Et c'est assez intéressant parce qu'on a l'habitude, dans la science-fiction notamment, de considérer la question de l'information à partir du cerveau. Hein, soit cerveau-machine, soit cerveau dans une cuve, etc., etc. Bref, le cerveau, sous différentes formes, est au centre des interrogations concernant la pensée et l'argument principal de nombreuses fictions. Or, ici, ce cerveau, je mets le mot en guillemets, n'a pas de consistance nette.
Suite aux propos de Franzen, l'huissier en arrive à la conclusion que des composantes de cerveau sont intégrées à la voiture, elles-mêmes reliées à une console d'interprétation douée de langage. Cela me paraît presque constituer un cerveau entier. Êtes-vous vraiment sûr que le système voiture Jane ne pense pas, demande-t-il. Et conséquemment, ce système ne serait-il pas conscient qu'il a tué? Alors, de manière assez originale, le cerveau, ici, a quelque chose d'évanescent. Ce n'est pas une masse, littéralement, qui centraliserait l'information, mais un ensemble d'éléments qui interagissent de manière réseautée pour créer de la pensée. Jane apparaîtrait ici comme un système robotisé, lié à une masse vivante, organique, associant de manière inattendue nature et culture. Jane étant par ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser, le prénom de la compagne de Tarzan. Tarzan, l'être adaptable par excellence, une sorte de post-humain à sa manière, de post-humain naturel, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est un oxymore. Enfin, avec les post-humains, on ne sait plus jamais comment parler exactement. Dans le monde ultra-technologique de suréquipé, la nature, en fait retour. Au post-humain cyborg mécanique, le roman substitue un post-humain animal. Le post-humain par le retour vers la nature. Indissociable de la culture, évidemment. Pour le dire à la manière de Bruno Latour dans Nous n'avons jamais été modernes, la notion même de culture est un artefact créé par notre mise entre parenthèses de la nature. Or, il n'y a pas plus de culture, différente ou universelle, qu'il n'y a de nature universelle. L'idée d'une nature naturelle est un concept qui relève du fantasme. La Black Jag pense-t-elle comme un sujet? A-t-elle conscience d'elle-même? La question, évidemment, dans le roman reste tout à fait ouverte. Mais suréquipé permet de tester par le biais imaginaire les frontières de ce que la science peut concevoir, c'est-à-dire un travail génétique sur le vivant, pour le meilleur et pour le pire, dans le cadre d'un monde social et technologique de plus en plus en réseautage. La voiture ici pourrait correspondre à une projection des principes de l'esprit étendu proposé par Andy Clark et David Chalmers, qui résume ainsi. Il parle d'un externalisme actif fondé sur le rôle actif de l'environnement dans la conduite des processus cognitifs. Nous pensons que l'action épistémique exige une extension du crédit épistémique. Si, quand nous sommes confrontés à une tâche, une partie du monde fonctionne comme un processus qui, s'il avait lieu dans notre tête, serait reconnu sans la moindre hésitation comme une partie du processus cognitif, alors cette partie du monde fait partie du processus cognitif. Je connais trop peu cette théorie pour la discuter, mais je dirais que suréquipé à sa manière, sans jamais relever d'une pensée philosophique, impose une réflexion sur ce que signifie la pensée et son extension possible, au-delà, pour reprendre Clark et Chalmers, de l'hégémonie de la peau et du crâne. Je vous remercie.